Nous sommes en l'an 126 après la chute. La nouvelle Belle Époque témoigne d'une perception quelque peu déformée d'un passé proche et rétrospectivement embelli. Les boulevards éclairés des grandes métropoles brillent au-dessus de sombres quartiers ouvriers. Les salons bourgeois voisinent avec des ateliers industriels qui ne dorment jamais. C'est un monde de fer et de vapeur. Un monde de lames et de langues acérées, où une réplique cinglante peut être aussi mortelle que la pointe d'une baïonnette. Au milieu des humains se cachent de vils paranthropes, des mutants que beaucoup considèrent comme une terrible menace. Et tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, les agents spéciaux de la Légion étrange se dressent dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir et la dissimuler aux yeux du public, afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. Saison 2, épisode 3, La Malbête du Gévaudan. Au large de la mer Cantabrique, on annonçait l'arrivée prochaine d'une horde kaiju de grande taille. De fait, l'ambiance à Pampelune n'était guère réjouissante. La métropole navarraise grouillait de soldats franciens occupés à en fortifier le moindre quartier. Les trains blindés faisaient des allers-retours nuit et jour pour acheminer la logistique et les troupes nécessaires pour repousser l'invasion. Si les voyages formaient la jeunesse, Étienne estimait qu'il avait dû un peu trop rajeunir ces derniers temps. Il se sentait un peu coupable vis-à-vis de ses parents auxquels il avait promis un prompt retour. Il avait perdu le compte des jours de trajet. À l'interminable voyage en dirigeable, s'était ajouté le train, puis la vapomobile, et tout cela avec pour seule compagnie la philosophique présence de son nouveau hurleur de motifs de compagnie. Pourquoi toutes les feuilles tombent ? Et allez, c'est reparti pour un tour. Encore des questions à la con. Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi on a 2 bras et 2 jambes ? Pourquoi les feuilles tombent ? Et je vais finir par t'appeler Socrate à force. C'est quoi un Socrate ? Ah oui, j'oubliais, c'est vrai que tu connais pas. Eh ben, c'était un mec qui vivait il y a très longtemps, il posait plein de questions à tout le monde, des questions à la con, surtout, et ça a fini par gonfler tellement de gens autour de lui qu'ils ont fini par le zigouiller. Ça me paraît un peu exagéré. Un peu. Renifla Étienne. Il n'était pas très sûr de lui. C'était sa femme, son ex-femme, se corrigea-t-il mentalement, qui lui avait un jour parlé de Socrate. Et il n'avait pas été excessivement attentif, il fallait bien l'admettre. Je te ferais remarquer qu'à ma place, tu te poserais le même genre de questions. Si toi, tu étais téléporté dans ma dimension, tu serais aussi curieux. Enfin, tu mourrais probablement avant de pouvoir te poser des questions, mais tu m'as compris. Bon, alors, les feuilles tombent parce que c'est l'automne. L'automne, c'est une saison. Il y en a 4 dans l'année, et elles influent sur le climat, le temps qu'il fait, tout ça. En automne, les feuilles tombent, et pourquoi elles tombent ? Écoute, c'est comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'elle tombe ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je sais, moi ? Il doit y avoir un truc dans les arbres qui dit qu'à un certain moment, les feuilles, elles doivent tomber. Je suis pas botaniste, moi. Les feuilles doivent avoir une sorte de durée de vie, et paf, quand elles meurent, ça tombe. Voilà. Et c'est l'automne. Un truc comme ça. Je crois que l'automne me déprime. Je pense au moment où le sortilège qui me donne cette forme va s'estomper et où je vais retourner chez moi et souffrir pour l'éternité. Tu as encore le temps de le voir venir. Il faut trouver le bonheur là où on le peut, Socrate. Mais toi, où est-ce que tu le trouves, ton bonheur ? Ici, tout bêtement. Étienne ne précisa pas avec qui il avait besoin d'être pour le trouver. Tous deux connaissaient très bien la réponse. Fatigué et rendu las par l'agitation ambiante, Étienne avait pris le chemin du manoir d'Aurore sans toutefois pouvoir se départir d'une petite anxiété. Il n'avait pas vu sa coéquipière depuis plus d'1 mois. Il n'avait pas eu de nouvelles de son état après l'affaire de Champigny en Moselle, même après lui avoir envoyé une lettre. Il se demandait dans quel état il la retrouverait et si tout serait normal, si tant est que ça ne l'ait jamais été. Au sein du manoir de Miraflores, on s'activait pour faire les valises et les entasser dans un vapobus. Agathe, Audrey, Aliénor étaient à l'ouvrage pour prêter main forte à ce brave Rosé Pamplemousse, tandis qu'Adélaïde s'occupait d'un tigrou terrorisé par l'agitation ambiante. L'ordre d'évacuation avait été promulgué le matin même, et si tout le monde espérait que les kaijus se fassent rapidement repousser en haute mer, personne ne se faisait vraiment d'illusions. Il fallait être fou pour vouloir rester dans le coin quand viendra le moment où Mecha et Titan cyclopéens se mettraient joyeusement sur la figure. Aurore était un îlot de calme dans cet océan tumultueux. Vêtue d'un ample peignoir en soie à motifs orientaux, les genoux ramenés sur la poitrine et les yeux rivés sur son écran de Minitel, elle réfléchissait à voix haute tout en se grattant le cuir chevelu. C'est Matt, non ? Mais oui, c'est Matt.
Tour C1, dame E2, tour C8, fou C8, fou H6, dame E1, roi G2, dame E2, roi H3, dame H1. Non, j'irai en G4. Pourquoi je fais ça au lieu de juste faire nul? Ah, mais c'est une connerie ça. Et bim. Voilà le punto. Allez, ça dégage. T'es mauvais. Elle se leva, s'étira et jeta un œil par la fenêtre. Une vapomobile venait de se garer dans la cour. Étienne en sortit et héla le petit groupe aux prises avec leurs valises. Bonjour tout le monde, je crois que vous allez pouvoir respirer encore un peu, niveau bagage. Je viens juste chercher la patronne. On lui adressa des salutations et des sourires en coin. Pamplemousse s'approcha pour lui serrer la main plus formellement. Mon capitaine, un plaisir de vous revoir. Madame la baronne est, occupée avec son nouveau Minitel. Cela fait 2 jours qu'elle ne lâche pas cet engin de malheur. J'ai pris la liberté de faire préparer votre véhicule et des affaires pour le trajet, ainsi que des provisions pour vous et pour sa seigneurie. Il se pencha en avant et chuchota. Madame voit un spécialiste pour sa diète, vous serez bien aimable de ne pas trop en parler, c'est un sujet délicat pour elle. Le vétéran acquiesça machinalement sans trop comprendre. Son régime alimentaire? Elle faisait une cure de sang? Si c'était le cas, c'était plutôt une bonne nouvelle. Il répondit sur le même ton. Bien compris. Il avisa rapidement les alentours, reniflant en essayant de se donner un air détaché. L'évacuation a dû être un sacré bordel. J'imagine qu'il y a des tas de services publics qui fonctionnent mal. La police, les pompiers, ou la poste, tiens, par exemple. Le majordome hocha la tête d'un air compatissant. Madame la baronne a bien reçu votre lettre, mon capitaine. Je lui ai remise en main propre. Elle a passé plusieurs nuits à vous écrire une réponse satisfaisante, mais n'a accouché que d'une montagne de papier froissé dont j'ai dû disposer. Cela l'a beaucoup affectée, tellement qu'elle voit un autre spécialiste récemment, un psychiatre, je crois. Étienne battit des cils, un peu surpris. Il s'était attendu à ce que son courrier se trouve oublié quelque part. Et voilà qu'il apprenait que non seulement Aurore l'avait lu, et qu'il était passé entre les mains de Pamplemousse, qui ne s'appelait définitivement pas comme ça. Cela faisait beaucoup de surprises d'un coup, et le vétéran mit quelques secondes à les digérer. Ah, super. Enfin, je veux dire, il fallait pas qu'elle se mette dans des états pareils, je prenais juste des nouvelles. Enfin, si ça peut aider à ce qu'elle aille mieux... Vous avez rien remarqué de bizarre? Enfin, encore plus que d'habitude, je veux dire. Elle a été salement secouée la dernière fois et elle se parlait un peu à elle-même. Enfin, plus que d'habitude, encore une fois. Le majordome pinça les lèvres. Loin de moi l'idée de proférer des jugements de valeur, mon capitaine. Il vaut mieux que vous jugiez par vous-même. Je pense que madame se languit de vous revoir et de repartir en mission avec vous. Pendant un très court instant, Étienne se sentit incroyablement gêné. Il chassa les paroles de Pamplemousse d'un geste de la main et d'un rire nerveux. Se languir de me revoir. Eh ben putain, elle doit vraiment s'ennuyer alors. Le vétéran imaginait sans mal la réaction de sa hiérarchie si ce genre de propos arrivait à leurs oreilles. Bon, eh ben, je vais chercher la bête. Rajouta-t-il promptement, désireux de ne pas prolonger le sujet. Bon courage, mon vieux, et faites attention à vous. Aurore, il arrive. Je sais. Et tu es encore en peignoir avec pas grand-chose en dessous. Je sais. Et puis niveau hygiène, on a vu... Je sais, la merde à la fin. Ah. Non, mais tu me dis, si on en est réduite à laisser tomber un pan de soie sur une épaule dénudée, je soufflerai du nez le moins fort possible. La paranthrope se regarda dans le miroir de sa chambre à coucher, les cheveux en bataille, le teint plus gris que son blanc naturel, des cernes sous les yeux qui commençaient à eux-mêmes avoir des cernes. Crépuscule, son reflet sentient, croisa les bras. Alors quoi? On va pas faire un effort? Ça fait 1 mois que tu me bassines avec Étienne, tu penses à lui tous les jours, tu tournes en rond, tu fais des croquis moches de lui. J'aimerais te dire qu'il faut te faire soigner, mais tu le fais déjà. Tu ne pourrais pas, s'il te plaît, pour une fois, m'écouter et te bouger le cul pour mettre un peu d'ordre dans ce qui te sert de crâne? Aurore fixa le mur. Ses sens surdéveloppés pouvaient entendre les pas d'Étienne dans l'escalier. Son cœur en train de battre plus fort dans sa poitrine, la moiteur de ses paumes, elle se mordit la lèvre inférieure et poussa un grognement. Soit, mais n'en fais pas trop non plus. Quand Étienne ouvrit la porte, c'est une Aurore en majesté qui l'accueillit. On a dit pas trop. Et laisse la stagiaire parler là, c'est son job. Ah, ça va. Bon, vas-y, gamine. Quand Étienne ouvrit la porte, c'est une Aurore remarquable qui l'accueillit.
vêtu d'une jaquette en velours de soie garnie de broderies, le tout très ajusté avec de petites basques et une double jupe à motifs enlacés. Elle avait élevé sa dense chevelure en un ample chignon tressé au-dessus de sa tête, lui donnant une allure longiligne en dépit de sa verticalité quelque peu contrariée. Elle lui offrit son plus beau sourire et ouvrit les bras. Tu m'as manqué, amore mio. En apercevant Aurore, Étienne sentit son appréhension s'apaiser. Non seulement avait-elle l'air parfaitement normale, mais aussi était-elle ravissante. Alors qu'il l'accueillait volontiers dans ses bras d'un sourire tendre, le mois passé et la distance qui en avait découlé s'effaça sous la force de l'étreinte du vétéran, comme si quelques instants seulement s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre. Ouais, toi aussi tu m'as manqué. Comment tu te sens? Le vétéran s'écarta légèrement pour la viser de plus près, sans toutefois relâcher son étreinte. Aurore leva la tête pour ficher ses grands yeux azurés dans les siens. J'ai eu des hauts et des bas, mais ils se complètent et s'équilibrent. Elle laissa ses bras glisser sur ceux d'Étienne et prit ses mains dans les siennes. J'ai lu ta lettre. C'était compliqué pour moi d'y répondre. Ouais, c'est bon. T'inquiète pas, je me doutais que tu serais très occupé de toute façon. En réalité, le vétéran avait attendu des retours écrits avec une appréhension croissante en constatant le silence de plus en plus prolongé. S'imaginant tout et surtout n'importe quoi. Il en avait même développé un ressentiment ténu en assimilant l'absence de réponse à du mépris, sentiment qui s'était désormais totalement évanoui, et qui, avec un peu de recul, le faisait se sentir relativement bête. Il glissa doucement une de ses mains sur sa joue non marquée par les stigmates du roi écarlate. Si tu te sentais pas d'y répondre, c'est pas grave. L'important c'est que t'ailles bien. Et moi, ça va, tu me connais. Ça va même très bien, depuis quelques minutes. Aurore laissa sa joue frotter sur la main d'Étienne, rougissant malgré son teint d'ivoire. « Oh, c'est trop choupinou. Bouffe-le. Nom 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 nom. Aurore papillonna des cils et se retira, prise d'un étrange frisson, évitant soudainement le regard de son collègue et ami. Alors, on part en mission, hein? On va manquer la bagarre, on dirait cette fois. Le Francien haussa légèrement les sourcils, se demandant brièvement s'il n'avait pas été trop cavalier avant de répondre. Ouais, une mission dans le Gévaudan, figure-toi. Il y aurait une bête qui y rôde, mais t'en fais pas, ça va être très rapide. Ça va même être du tout cuit, je pense. Et j'ai déjà ma petite idée sur qui est derrière tout ça. Aurore se mit à faire les 100 pas, une main sur le menton. « Fais pas semblant, je suis dans ta tête. Je l'ai senti, ton instinct de prédatrice. C'est pas ça. C'est quoi alors ? Je veux pas que ça se passe comme ça. Ça va jamais se passer du tout, tu le sais ça ? Il est déjà en train de se faire des vapofilms, l'autre benet. Il va boucler dessus pendant des semaines. Tu te rends compte des signaux que tu envoies à son petit cerveau de macaque à peine tombé de sa branche ? Et je parle même pas de tes phéromones. On peut se concentrer sur le boulot 5 minutes. Entre les battements de mes cœurs et ta voix de conseillère d'orientation psychopathe, j'arrive plus à rien, moi. Mets-la en veilleuse. La paranthrope serra ses mains dans son dos et renifla. J'écoute, mon fidèle Duboissé. Que te dit ta petite idée ? Moi, ça me semble clair. C'est un coup des dentistes. Parce que Gévaudan. Ouais, non, t'as raison. Je me casse. Si tu me cherches, je serai en train de m'étouffer avec l'un des rêves lubriques que t'as fantasmé avec ce débile. Bordel. Ça fait du bien de te retrouver. Aurore se tint les côtes et s'appuya maladroitement sur sa coiffeuse pour éviter de s'affaler dans une marée de dentelles. Le Francien gloussa avec bonne humeur, et quoiqu'un peu surpris de voir que son trait d'esprit avait eu autant de succès. Eh ouais, c'est tout un métier. Bon, blague à part, ça devrait pas être trop long, le temps de trouver la grosse bête et de la dégommer, ou de la neutraliser, ça dépendra de ce qu'ils veulent. Mais bon, t'as déjà fait face à ces clavigares, non ? C'est pas un ours à 3 pattes qui va te poser problème. Il renifla plus sérieusement. Mais ça sera moins fatigant que la dernière fois, je leur ai dit au QG, de se calmer avec leur aurorerie. Ah, je leur avais dit que je préférais le terme aurorade. Bon, voyons voir l'ordre de mission. Elle attrapa une clochette posée non loin et l'agita pour la faire tinter. José Pamplemousse apparut en quelques instants, comme s'il se tenait derrière la porte. Ce qui était d'ailleurs certainement le cas. Madame, Le briefing, José. dans la vapomobile, madame, le docteur Beaumont l'a fait livrer sous la forme d'une note vocale. J'ai déjà branché la cassette dans son boîtier, vos affaires et vos armes sont également prêtes et chargées. Splendide.
Tu n'as pas oublié ma peluche pour dormir cette fois? Non, madame, elle est entre votre lame en morte-argent et votre cogitateur à éthérique. La paranthrope hocha la tête. Bien, bien. Étienne, tu conduis? Pas de problème. Répondit le Francien d'un ton guilleret. Puis, il tiqua. Eh, attends, une peluche? Un petit lapin. C'est thérapeutique. Ne te moque pas, ça m'aide à dormir. Je fais des cauchemars en ce moment. Elle attrapa un sac à main, y glissa son exemplaire du rouge et le noir, son pistolet automatique, 2 chargeurs et une boîte de cachou. Une peluche thérapeutique? Répéta le Francien, légèrement sceptique mais faisant un effort notable pour réprimer le sourire naissant sur ses lèvres. Pour faire bonne mesure pendant qu'Aurore prenait ses affaires, il fit mine de vérifier que son pistolet sentient était encore dans son étui, ce qui était naturellement le cas. Tu sais, si on va camper en forêt à la recherche d'un ours, mieux vaut que tu voyages léger si tu vois ce que je veux dire. Un livre ou une peluche ne vont pas vraiment être très utiles. On part pas en randonnée, quoi. Aurore se détourna, le dévisageant un moment, perplexe. Camper en forêt? Tu m'as prise pour un sanglier? José Pamplemousse intervint avec son tact habituel. Le capitaine Duboisset a raison, madame. Le Gévaudan est une région sauvage qui présente une forte concentration de monuments mégalithiques tels les menhirs et les dolmens. C'est très joli, mais les conditions climatiques peuvent être rudes et il y pleut en toute saison. Cela rappellera à madame ses jeunes années. La paranthrope renifla. Il me faudra une tenue adaptée. Elles sont déjà dans le coffre de votre véhicule, madame. J'ai pris la liberté d'en sélectionner 3 différentes, ainsi que du matériel pour camper, bien entendu. Ébloui par la prévenance et la prévoyance du majordome, Étienne ne put retenir une mimique impressionnée. Ses supérieurs n'avaient vraiment pas choisi n'importe qui pour servir d'aide de camp à Aurore. Il répondit avec plus de sérieux. À moins que t'aies trouvé une manière de localiser cette bestiole dès notre arrivée, il va falloir qu'on passe un peu de temps là-bas. Le périmètre doit être grand, on va devoir chercher des traces et remonter des pistes. Ça risque pas de durer qu'une simple après-midi, à moins d'un gros coup de bol. Cela dit, il paraît qu'il y a des super coins à truffes dans la région. On pourrait peut-être y passer. La paranthrope leva son majeur en direction de son collègue bien-aimé. Ah, j'en ai trouvé une juste là. Allez, homme des bois, en route. Merci, Pampleux. Je te revaudrai ça. Nous savons bien tous les deux, madame, que cela ne sera jamais le cas. Mais n'oubliez pas, je vous prie, le mousse qui manque à la fin. Le Francien renchérit. Tu sais, t'es pas obligé de lui inventer une vie et de lui inventer un nom à ce pauvre bougre. Sans offense, hein, José. Il n'y a pas de mal, mon capitaine. La paranthrope laissa ses canines sortir de la gangue de ses gencives et fit la moue. Alors, légalement, c'est son vrai nom à présent. Et puis, tu sais, avant, José était bien différent. On disait que chaque fois que quelqu'un allumait un cigare à la Havane, il éteignait une vie quelque part dans le monde. Tout ça pour protéger les intérêts de ses employeurs. Dans le milieu criminel, il s'est forgé une réputation d'assassin ultime, impitoyable, incorruptible et d'une efficacité redoutable. Il est vrai que je fus parfois un peu foufou dans ma jeunesse. Madame et moi nous sommes affrontés en duel par le passé. Un sacré combat. Le vétéran adopta une moue sceptique, répondant avec sarcasme. Ah ouais, d'accord, foufou, c'est comme ça que vous appelez ça, vous. Bah oui, bien sûr, quand la Légion étrange a besoin d'un majordome anonyme, elle vient chercher d'anciens tueurs à gages, c'est bien connu. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas mieux comme référence. Et puis c'est tout à fait le genre de la maison et du profil qui correspond pour des affaires sensibles. La paranthrope renifla. Tu verras un jour, on sera dans la merde et il arrivera d'une façon classe et mystérieuse avec un loup. Le masque, hein, pas l'animal, faut pas déconner. Pour nous sauver d'une situation périlleuse. C'est noté. Je le mets dans le classeur métanarratif à idées pourries. Et je pourrais te dire... Je te l'avais bien dit, Étienne. Un simple et faible humain qui sauverait une carciste centenaire d'une situation périlleuse. Je n'ose y croire. Plus tard, dans la vapomobile, Aurore avisa le lecteur de bande magnétique du véhicule alors qu'Étienne amorçait la pompe à charbon. Bon, prêt à écouter l'autre morue? Eh ben allez, écoutons ça. Au moins on n'a pas à voir sa trogne. Je suppose que c'est l'avantage du progrès. Dira-t-il en enclenchant le lecteur. Le vinyle se mit à tourner sur son logement et la voix de leur officier traitant résonna dans l'habitacle. Agent, votre mission est de vous rendre dans le nord de l'ancien pays du Gévaudan et de prendre contact avec les troupes du maréchal Jourdan. Ce dernier a établi son quartier général à Sauges, chef-lieu du canton. Voilà des jours qu'une créature sévit dans la région et monopolise de nombreuses troupes militaires. Cela donne naissance à toutes sortes de rumeurs et de croyances, tant sur sa nature, perçue tour à tour par nos concitoyens comme un loup géant, un cryptide, voire un sorcier, que pour les raisons qui la poussent à s'attaquer aux populations.
Je vous demande d'abandonner toute activité séance tenante et de vous rendre sur place. La Maison Impériale a dépêché sur place l'un des meilleurs chasseurs pour vous assister dans cette mission. Faites le nécessaire. Aurore renifla. Une collaboration interservice. Merde, ça commence bien. Le vétéran répondit avec un tantinet d'étoiles dans les yeux et un trémolo d'excitation dans la voix. Un chasseur de la maison impériale? Mais ça doit être un sacré type. J'ai hâte de le rencontrer, perso. Ouais, super. Un chasseur de monstres qui va passer son temps à me renifler le cul en faisant je flaire une piste, elle est tout près. J'adore le concept. Ah, oui, effectivement, j'ai pas pensé à ça. Maugréa Étienne, se sentant, une fois n'était pas coutume, un peu stupide. Il tempéra son enthousiasme en essayant de se montrer rassurant. Bah, il sentira rien. Si c'était aussi simple de deviner, toute la Légion étrange le saurait. Je suis sûr qu'en Amérique, l'empereur avait des spécialistes de ce genre avec lui quand t'étais là. Et regarde, personne n'a rien remarqué? T'es toujours là? Non, par contre, il faudrait que tu te calmes sur les aurorades. Et que tu sois polie et respectueuse. Il vient de la maison impériale quand même, oh, tu te rends compte? C'est pas Joel Clodo. Alors peut-être que si ça se passe bien, il parlera de moi à l'empereur, ah, tu te rends compte? Le capitaine du Boisset, exemplaire, sire. Un modèle. Avec votre permission, j'aimerais le former à votre service. Ah, la vache, ça serait la classe. La paranthrope laissa couler son regard vers Étienne. Démarrez la voiture, capitaine du Boisset, avant que je ne parle moi-même à l'empereur de votre façon de travailler. Elle laissa ensuite courir 2 doigts sur la cuisse de son collègue. Et puis, si tu es sage, je serai peut-être polie et respectueuse. Oh, waouh! C'était quoi ça? Je sais pas, une initiative? Je laisse comme ça? T'es sûr? Je rembobine peut-être. Oui, s'il te plaît. Je sais pas ce qui me prend en ce moment. Aurore laissa courir 2 doigts sous ses narines pour essuyer un léger filet de sang. Allez, on a de la route devant nous. Mets la radio, tiens. Pas assez de massage de pied pour madame la baronne, peut-être? Bah, alors... Il activa la radio et un cri strident s'en échappa. Le choc passé, Étienne l'identifia comme une tentative particulièrement audacieuse de faire du rock. Un rien saboté par la voix atroce du chanteur principal. Oh là là, non, merci, non merci. Maugréa le vétéran en changeant promptement de station. Une voix féminine un peu trop enjouée l'accueillit. Moi, quand j'ai besoin d'une lessive, je fais confiance à Washi Washa. Washi Washa nettoie toutes les tâches, même les plus anormales. De la pub, bah non plus, merci. Grommela Étienne en changeant une fois de plus de station pour tomber sur une voix morne. Et c'est vrai que l'on peut se poser la question de l'origine du mot mecha qui, dérivé du latin mecatus cubitus, révèle une structure linguistique. Merde, c'est Franciculture avec Franck Ferraille. Ah, laisse tomber, y a pas les infos à cette heure-là? Ah, voilà. Très bientôt de retour au pays, concluant une des campagnes militaires les plus brillantes et éclatantes de l'Empire sous le règne de Napoléon X. Ah, c'était pour nous, ça. Souffla Étienne, de bonne humeur alors que le présentateur enchaînait. Le retour de nos troupes sera effectif avant le siège de Pampelune, garantissant la sûreté de notre territoire national par la fine fleur de nos vétérans. Les experts militaires se veulent rassurants en... c'est encore pour nous, ça. Moins préoccupant qu'en Asturie, qui ne parvient toujours pas à se débarrasser de ses hordes kaiju de manière pérenne. Les combats piétinent toujours devant San Cristobal, la capitale asturienne. Mais si les kaiju devaient marcher vers Saragosse, nos divisions se tiennent prêtes à tenir fermement la région. Si la vigilance est de mise, il n'y a pour l'heure pas le moindre motif d'inquiétude, car nos vaillantes troupes veillent sur notre sécurité. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a comme kaiju dans la région? Foutue faille de l'Atlantique. La Francie y tiendra un rôle de premier plan dans la défense de l'humanité si la situation venait à évoluer en une nouvelle guerre kaiju. Le gouvernement impérial a tenu à clarifier que sa priorité serait de préserver au maximum les vies humaines et que... Eh ben merde, il parle de la guerre kaiju maintenant. J'espère que je connaîtrai jamais un truc pareil, enfin. Que je reconnaîtrai jamais un truc pareil plutôt. J'étais encore gamin lors de la dernière. Mais t'as dû toutes les farcir, toi, non? Aurore esquissa un sourire en voyant Étienne se débattre avec la radio. Elle regarda par la fenêtre d'un air un peu éteint, se replongeant dans ses souvenirs. J'ai pas connu la première guerre kaiju et je me souviens plus de la deuxième. J'étais trop petite.
Par contre, j'ai participé aux 4 suivantes. J'ai fait un burn-out pendant la 5e, c'est celle où je me suis le plus impliqué. Sport à présent, le prodige des échecs Maxime Vachier-Lagrave couvre de gloire la Francie en se montrant éligible pour le championnat du monde. Ce titre, incontesté depuis plus de 20 ans d'affilée par le légendaire calmarien Magnus Carlsen, pourrait bien se voir cette année ravi par un MVL plus en forme que jamais. Ah, parfait. Je savais qu'il se qualifierait ce petit. Je vais suivre ça, tiens, ça promet. Et tiens, d'ailleurs j'y pense. Tu pourrais t'y inscrire toi aussi, non? Enfin, je sais pas trop comment on fait pour s'inscrire là-dedans, mais plutôt que de glander derrière un Minitel, rejoins les tournois. Je suis pas au niveau encore, je stagne à 2300 Elo et j'ai pas le temps de m'y mettre sérieusement. Mais c'est encore Magnus qui va gagner, il gagne à chaque fois. Ah ouais, c'est clair. Tu vas voir qu'un jour on va découvrir qu'un sorcier runique lui a gravé des runes spéciales qui vibrent selon le meilleur coup qu'il doit faire. Ah, écoute-moi, pas possible d'être aussi bon que ce gars. T'as vu sa partie où il sacrifie sa dame pour 3 pièces et convertit ça en position gagnante? Et en 5 minutes, le mec c'est un crack. La radio se mit à aborder l'approche des fêtes du début de l'année 126 avec toute une série de réclames mettant en avant divers produits, la plupart tournant autour du thème de la guerre. Si en Francie, l'athéisme d'État ne considérait pas Noël et ses équivalents comme une fête officielle, cela restait une tradition bienvenue entre 2 invasions kaiju. Dis-moi, rien à voir, mais des plans pour les fêtes? Laisse-moi deviner. Je mise sur une grosse fête, des litres d'alcool et une décadence à faire pâlir les aristocrates romains, même les empereurs romains, tiens. La paranthrope resta pensive, regardant au loin. Je sais pas encore. D'habitude, oui, c'est plutôt l'ambiance. Cette année, j'ai peut-être envie de changer un peu, de prendre du temps pour moi. Peut-être même, pourquoi pas, sortir à Lutèce. Le véhicule se mit à tranquillement quitter la ville et sa périphérie, préférant emprunter une route plus champêtre pour éviter l'agitation de l'évacuation. Ah, tu sais, c'est pas plus mal si tu sais pas quoi faire. On pourrait se trouver quelque chose. Ils font plein de spectacles à Lutèce tous les ans. Mais si t'as pas trop la tête à ça, on peut passer une soirée plus tranquille. Je te dois un dîner après tout. Il marqua une brève pause, réalisant avec quel aplomb il proposait tout ça. Comme si cela était une activité tout à fait banale à proposer à une collègue carciste paranthrope de la lignée de Sarne. Ouais, enfin, écoute, laisse tomber, je proposais ça comme ça. Si t'as envie de faire ça dans ton coin, c'est ton droit aussi, hein, c'est juste... voilà, à titre purement informatif. Aurore resta silencieuse quelques instants, observant le paysage qui se faisait de plus en plus clairsemé. Tu sais, je pense qu'avec le temps, j'apprécie de plus en plus la clarté et les discussions franches et honnêtes. Surtout avec les personnes à qui je tiens. Elle pencha la tête vers le vétéran. Tu veux qu'on sorte ensemble pour le nouvel an? Si c'est le cas, je te laisse tout organiser et promis, je me plaindrai pas. Ça me ferait plaisir de faire ça rien qu'avec toi. Un brin possessif, mais il y a du progrès. Aurore chérie, tu n'es pas loin de lui demander son consentement. Tu vas faire que me critiquer tout le trajet ou t'as des projets là tout de suite? Quand je ne suis pas en train de te sauver la mise, tu veux dire? T'es pas possible. Je suis toi, je te rappelle. La pire et la plus intéressante des parties de toi. La paranthrope grimaça légèrement, ce qui pouvait laisser penser à un individu un peu benet qu'elle attendait une réponse de la part de son interlocuteur avec une certaine appréhension. Le Francien expira, amusé. Foutre Dieu, ça me fait un grand plaisir que tu apprécies les discussions franches et honnêtes, parce que, il faut que je te dise un truc, ta coiffure... Aurore leva les yeux au ciel. Remets la radio, Étienne, au lieu de dire des conneries. Quelque temps plus tard, dans l'arrière-pays auvergnat. Les campements de la division Jourdan s'étaient étalés aux alentours d'une petite localité endormie. La mer de tentes et de vapocamions nécessaires au transport, logement et ravitaillement de la bagatelle de 6 régiments et d'un méca donnait aux environs les allures d'une grande foire de province. La municipalité avait pavoisé le moindre balcon et l'humble bistrot sur la place du marché peinait à suivre le rythme des commandes. Aurore et Étienne furent contrôlés pas moins de 3 fois sur l'itinéraire menant à l'état-major. L'enthousiasme du vétéran n'avait point décru à l'approche du campement, bien au contraire. L'idée d'avoir affaire à une sommité du métier l'électrisait encore. Il se sentait aussi impatient qu'honoré d'avoir l'opportunité de le rencontrer et d'apprendre d'un membre de la maison impériale. Toutefois, si sa bonne humeur s'était volontiers exprimée durant le trajet avec légèreté, il la tempéra derrière une rigueur plus formelle à l'approche de leur destination. Il avisa les rues dépeuplées, perplexe. Cette bête présumée faisait-elle des descentes dans les villes et dans les villages, au point que sortir avec une division francienne dans les parages était un luxe? Ou bien les villageois craignaient-ils du grabuge à venir? Le véhicule enfin à l'arrêt, le Francien quitta la voiture en s'étirant rapidement,
impatient de se dégourdir les jambes. Aurore fit de même, faisant craquer son dos avant d'enfiler un manteau en fourrure. Il commençait à faire froid, et la neige tombait sans arriver à se fixer, tapissant les abords d'une gadoue noirâtre que des zouaves peinaient à pelleter pour faire place nette. La paranthrope fit signe à Étienne de passer devant, tandis qu'elle sortait ses papiers de noblesse pour un énième contrôle auprès des sentinelles. À l'intérieur, tout était surchauffé. Les cheminées décimaient en cadence la forêt des environs. On avait installé une grande carte de la région sur une série de tables accolées les unes aux autres, le tout décoré de punaises et de petites figurines. Le maréchal Jourdan, la cinquantaine bien tassée, les cheveux blancs coiffés en arrière, les favoris généreux et l'uniforme impeccable, étaient en train de discuter avec les chefs de corps de ces régiments. Un aide de camp proclama d'une voix ferme. Le capitaine Duboisset et la baronne Dumas de la Pailleterie. Ah, les spécialistes de la Légion étrange. Nous vous attendions. Dit le maréchal d'une voix légèrement nasillarde. L'homme était visiblement enrhumé. Ça explique les cheminées. Tu peux tomber le vison, ma chérie. Même pas en rêve. Nous voilà, maréchal. Notre ordre de mission évoquait une créature occulte rôdant dans le périmètre. Aurore renifla. Elle ne se ferait jamais à la discipline militaire. Ouais, tout pareil. Bon, elle est où la grosse bête? Le maréchal fit la moue. Manifestement, il n'était pas du genre à aimer plaisanter. Il désigna du menton l'une des cheminées. Un homme mystérieux se tenait non loin, et il était passé complètement inaperçu jusqu'alors. Bah merde, même moi je l'ai loupé. Chut, laisse la petite finir l'exposition. Merci. Il portait donc un grand manteau en cuir, au col si haut qu'il lui masquait une partie du visage. Un visage à la pigmentation digne d'un morceau d'ambre froid et aux traits étranges. Les yeux en amande, une crête de cheveux sauvages et un cure-dent à la bouche, il se retourna lentement en constatant que l'assemblée attendait un mot de sa part. Jourdan tout sauta après quelques secondes de mutisme prolongé. Wenzi du Saskatchewan a été envoyé par la Maison impériale pour nous aider dans cette traque. Il est déjà parti en repérage. Il sera plus à même que moi de vous résumer ses découvertes. Étienne arqua légèrement un sourcil, quelque peu pris au dépourvu par l'aspect exotique du nouveau venu, qui n'était d'ailleurs pas si nouveau venu que ça, quand on prenait en compte le fait qu'il était là depuis le début. Il ne s'était pas vraiment imaginé un immigré amérindien comme guide au plein cœur de l'Auvergne, mais après tout, il ne fallait pas juger un livre à sa couverture. Enchanté, monsieur Zi, c'est ça? Avez-vous des éléments qui pourraient nous aider à identifier ce à quoi nous avons affaire? L'homme s'approcha. Il se dégageait de lui une aura inquiétante. Les pans de son manteau étaient suffisamment ouverts pour laisser entreapercevoir un tomahawk à sa ceinture. Il tapota la carte. Sa voix était grave, grondante, comme celle d'un orage lointain. De plus près, Étienne nota qu'il avait des canines aussi prononcées que celles d'Aurore. J'ai enquêté, oui. 80 personnes tuées au cours de l'année. Ce n'est pas un loup, mais une bête féroce, inconnue dans vos contrées, un Wendigo. On le décrit comme émacié à un point extrême, sa peau desséchée, tirée, étendue sur ses os, de la couleur des cendres grises de la mort, et ses yeux, repoussés au plus profond de leurs orbites. La piste que j'ai découverte remonte jusqu'au château d'une noble famille locale. Aurore s'accapara la chaise la plus proche pour s'y asseoir, inclinant la tête vers le maréchal Jourdan. Des amis à vous? De vieux aristocrates d'Ancien Régime. Jean-François Charles de la Molette, comte de Morangier, a pris la tête des chasses contre cette malbête du Gévaudan sans grand succès. Depuis, il s'est retiré sur ses terres et semble boudé. Pas suspect du tout comme comportement. Le maréchal hocha la tête. Nous avons fait discrètement surveiller sa demeure, mais rien d'anormal à signaler pour le moment. La paranthrope tourna ensuite son regard azuré vers l'Amérindien. Sexy quand même. Un peu trop dark and complicated pour moi. Je suis sûre que c'est le dernier survivant d'une tribu décimée par un Wendigo ou une connerie du genre. Ma tribu a été décimée par une créature semblable à cette bête. Voilà, prévisible. Ah, mais laisse-le finir, tu veux? Il est normal que vos troupes n'arrivent pas à la trouver. Elle ne se déplace pas comme un homme. Étienne croisa les bras, se mordant la lèvre inférieure pour ne pas faire remarquer que c'était un peu le principe des animaux que de ne pas se déplacer comme des hommes. En apercevant ses canines, il se demanda si ce type n'était pas un hémovore, ou même un thaumaturge. C'était relativement courant chez ces gens du Saskatchewan après tout. Mais non, la maison impériale n'aurait sans doute pas engagé quelqu'un comme ça. Pas vrai? Il jeta un rapide coup d'œil vers sa collègue. À la réflexion, peut-être qu'elle l'aurait fait. Ces créatures sont-elles conçues pour migrer? Si ce Wendigo n'a pas pour habitude de se déplacer, c'est bien que quelqu'un l'a amené ici. Après avoir passé autant de temps à chasser cette bête sur ces terres, ce serait quand même logique. L'Amérindien hocha la tête d'un air sinistre. Le Wendigo se déplace aussi bien dans le monde des rêves que dans celui des hommes.
Il a pu être attiré ici par une relique volée à mon peuple, par quelqu'un de mauvais. Le Wendigo est associé au péché de gourmandise, de cupidité ou d'excès en tout genre. Il n'est jamais satisfait après avoir tué une personne pour la dévorer et se met constamment à la recherche de nouvelles victimes. L'audience semblait pendue à ses lèvres, sauf Aurore qui renifla un brin méprisante. Ouais, bon, d'accord, c'est très bien, le folklore des faiseurs de pluie, Hugues, tout ça, c'est très exotique. Mais vous nous dites pas tout, hein? L'homme fixa Aurore un instant. Vous non plus, vous ne dites pas tout. La paranthrope fronça les sourcils. Gna gna gna, le concours des je sais tout. Ah ouais? Et la capitale de l'ancienne Colombie? Bogota. Bordel, tu sais tout. Et j'ai la ref aussi. Bon, on peut se reconcentrer sur le vampire sexy. Aurore fit un signe de tête en direction du maréchal Jourdan, se retenant in extremis de le siffler. Pouvons-nous disposer d'un bureau à part, histoire que nous puissions discuter entre spécialistes? Mais certainement, le temps presse, et mes hommes ont faim de bataille. Si vous pouvez m'expédier cette affaire rapidement, la Francie vous en sera reconnaissante. Nous ferons plus vite, maréchal. Souhaitez-vous, si la possibilité se présente, bien sûr, que nous la prenions vivante en vue de l'étudier? Ou préférez-vous carrément qu'elle soit abattue? L'empereur exige sa tête, et si possible une dépouille et exhibée dans un musée. Le peuple de Francie doit voir que nous avons agi avec fermeté. Charmant! Commenta Aurore en se levant. Préparez-nous un gyroptère prêt à décoller et mettez vos meilleurs commandos en état d'alerte. On agira à la nuit tombée. Le maréchal consulta le chasseur impérial du regard, qui hocha la tête à son tour, validant la proposition, avant d'emboîter le pas à Aurore. Étienne, quant à lui, trouvait l'idée d'exposer une peau de Wendigo dans un musée quelque peu saugrenue, mais ce n'était pas plus idiot qu'un trophée de chasse, après tout. À l'étage, dans une pièce lambrissée plus intime, Aurore laissa finalement tomber son vison vers une chaise en constatant la présence ronflante d'une autre cheminée. Elle en profita pour délier son écharpe rouge et quelques boutons de son chemisier à jabot. Vous avez des soupçons sur ce compte, Ohanzi? Laissez-moi deviner. Vous l'avez traqué jusqu'ici depuis votre terre natale? L'Amérindien inclina la tête pour confirmer. Il a accompagné le colonel Brunet, un brave homme, pendant plusieurs mois. Peu avant la bataille de la Nouvelle-Orléans, il a dérobé une statuette sacrée à mon peuple, et je suis venu la récupérer. Vous êtes plus intelligente que vous n'en avez l'air, visage blême. La paranthrope le dévisagea un instant. Crépuscule en profita pour lui poser métaphoriquement un coude sur l'épaule et lui glisser à l'oreille. Attends, il nous a appelé comment là, le planteur de tipi? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit au maréchal Jourdan? Il l'aurait appréhendé aussitôt. Je ne fais pas confiance à cet homme pour mener une opération sans violence, et je ne veux pas que le Wendigo s'échappe. Un assaut frontal sur le château ne fera que causer des morts inutiles, sans garantie que la bête ne soit tuée. L'Amérindien plongea son regard dans les flammes d'un air mystérieux. Pour réparer l'affront fait aux esprits, je dois boire le sang de celui qui les a insultés. C'est la loi des anciens. Ah, bordel. Le mec est perché. Le vétéran fronça les sourcils. Ne pas faire confiance à un maréchal, l'un des plus proches lieutenants de l'empereur? L'idée lui semblait peu intuitive, mais il se rappela que son interlocuteur était bien loin des mœurs franciennes. Ah là, attendez. Pour le moment, nous n'avons pas de preuve de la culpabilité du comte dans cette affaire, ni même de son lien avec le Wendigo. Donc ne commencez pas à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir noyé. Effectivement, il est suspect à la lumière de ce que vous dites, mais il faut que l'on enquête un minimum avant de prononcer un jugement. Il avisa un bref instant Aurore avant de reprendre. Ah, il faudra que vous voyiez ça avec nos supérieurs pour cette histoire de sang. Mais après la mission, pas pendant. Par pitié, pas pendant. Aurore et l'Amérindien se jaugèrent du regard. Ohanzi laissa l'une de ses mains jouer sur la pierre aiguisée de sa hachette. Nous aviserons le moment venu. En attendant, je vous propose de rendre visite à ce comte et d'enquêter sur son domaine. Le Francien ne put réprimer une petite moue désabusée. Voilà qu'il se retrouvait avec un deuxième hémovore sur les bras. Ah, je suis assez d'accord. C'est notre meilleure piste et à dire vrai, la seule. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi enquêter sur la dernière victime en date. Le corps est encore à la morgue. J'ai peut-être manqué quelque chose. J'ai passé l'âge de faire parler les morts. Grommela Aurore en se rapprochant de la cheminée. Sauf si tu y tiens. Ajouta-t-elle en regardant Étienne. Ça te coûte rien d'aller vérifier. Ça ne te coûte rien. Je vais partir en reconnaissance. Vous n'avez qu'à me rejoindre à la tombée de la nuit, au domaine des morts en JS. Agent Dumas, vous souhaitez m'accompagner ? La paranthrope cligna plusieurs fois des yeux. Oh, le forceur. Well, j'hésite. Sérieusement, Aurore? Rendre Étienne jaloux avec un gars vaguement exotique? Ça se fait pas de jouer avec ses sentiments, tu sais. Moi, je m'en fous. Je peux pas le blairer, l'autre nigo. Mais je veux plus t'entendre dire après ça que c'est moi la méchante chipie. Arrête de t'emballer, c'est pas ça.
Déjà, c'est pas mon style. Les handicapés des émotions, j'ai déjà donné. Non, c'est surtout que je le sens pas. Il est louche du cul. Arrête avec cette expression, ça se traduit mal en francien. Étienne demeura pensif quelques instants. Il n'aimait pas trop l'idée de se séparer de la sorte. S'il leur arrivait quelque chose, il n'aurait aucun moyen de les retrouver. Et surtout, il n'aimait pas non plus l'idée de laisser cet Amérindien trop longtemps seul avec Aurore, au risque qu'il devine sa vraie nature. Son expertise serait utile pour le cadavre. S'il porte des traces d'anormalité, l'agent Dumas saura mieux les reconnaître et les interpréter que moi. Mais si vous avez besoin de quelqu'un d'autre en reconnaissance, je peux vous accompagner. L'Iroquois hocha la tête, son visage ne laissant transparaître aucune émotion. Fort bien. Allons-y ensemble. L'agent Dumas nous rejoindra plus tard avec les commandos. La paranthrope fit la moue. Bonjour, je suis aussi dans la pièce, vous savez. On peut me demander, je sais pas, au hasard, ce que j'en pense. Anyways, après tout, c'est moi le cerveau du groupe. Évitez juste de vous faire bêtement capturer. Ah, merci du conseil. Moi, j'avais prévu de tout faire foirer. Heureusement que tu nous l'as rappelé. Il tapota discrètement son collier, arborant l'éclat de golem qu'Aurore lui avait offert. Dans le pire des cas, tu sauras nous retrouver. Je m'en fais pas pour ça. La paranthrope rougit légèrement et détourna le regard en profitant de son épaisse chevelure pour dissimuler son expression ravie. Oui, je me débrouillerai. Bon, on a un début de plan. Un point de rendez-vous? L'Amérindien sortit une carte usée d'une poche de son pardessus et pointa l'index sur une ferme, non loin du château. Là, c'est vide en cette saison. Nous pourrons nous y regrouper et aviser. Il se frotta le menton. À la nuit tombée, le Wendigo pourrait rôder. Avez-vous des munitions spéciales? En argent, en Draconizen? Bonne question, songea le vétéran. Il avisa discrètement son arme dans son étui, qui remua légèrement en signe d'assentiment discret. Ah, vous inquiétez pas. J'ai tout ce qu'il faut. L'Amérindien regarda Étienne avec un air entendu, un éclat brillant au fond de ses prunelles nacrées. Il appréciait visiblement les hommes de sa trempe. N'en rajoute pas, la stagiaire. J'ai déjà du mal à réguler les hormones de l'autre face de craie. Tu vas pas t'y mettre? Eh, mais je lis ce qu'on me donne, moi. Je suis pas payée pour réfléchir. Allez, enchaîne. Plus tard, sur les pentes boueuses d'un sous-bois venteux, Ohanzi tendit sa paire de jumelles à Étienne. Lugubre, n'est-ce pas? Je ne comprendrai jamais la passion de votre peuple pour des constructions pareilles. Il remonta le col de son manteau de cuir. Cela dit, je pense que votre femme apprécie ce genre de demeure. Étienne jeta un rapide regard en coin vers son binôme du moment. Il s'intéressait vraiment à Aurore, celui-là. Et ça en devenait un peu suspect. C'est pas ma femme. Et pourquoi vous me parlez d'elle tout à coup? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ah bon. L'Amérindien eut tout à coup l'air pensif. J'ai cru à la manière qu'elle avait de vous regarder. Mais c'était pour faire la conversation. Nous avons encore quelques heures à tuer avant la nuit. Il fit un signe de tête vers l'entrée du château. La dernière fois que je suis venu, il y avait une vapomobile de luxe garée devant. Elle n'y est plus. Vous savez, la plupart des femmes me regardent comme ça. Et c'est le mauvais plan, croyez-moi, parce que les relations entre collègues, si vous voulez mon avis, un merdier sans nom. Surtout avec les aristos caractériels. Alors ça, pire truc que j'ai connu. Étienne renifla, à moitié sincère. Peut-être qu'il s'était fait des idées, et que son interlocuteur voulait vraiment faire la conversation. Mais il ne pouvait se départir de ce pressentiment instinctif. Il a peut-être simplement rentré sa voiture au château. Ça vaut peut-être le coup d'aller vérifier s'il y a des traces pour voir s'il n'est pas parti en vadrouille. Discret ou pas discret, ça pourrait être l'occasion de le trouver et de lui poser quelques questions. L'Amérindien hocha la tête et fit signe à Étienne de le suivre à travers les bois. De là, dissimulés, les deux agents observèrent la route en contrebas. C'est alors qu'ils firent une rencontre à laquelle ils ne s'attendaient pas. Pendant ce temps, à la morgue. Dis, Aurore, t'as pas une sensation étrange, là, tout de suite? Comme si quelqu'un, quelque part, venait de hurler de frustration. Quelque chose comme ça. Alors, ça donne quoi? Blessures multiples, coups de griffe, morsures, des poils chelous non identifiés retrouvés sur la victime. Une bête, quoi. On n'est pas plus avancé. Bon, on fait parler la victime? Tu le sais que je peux pas blairer ça, la nécromancie. Une meilleure idée? Tu veux aller retrouver Étienne et son nouvel ami peau-rouge les mains vides et passer pour la boniche incompétente de service? Oh, mais c'est pas grave, Aurore. Tu es si belle. On s'en fiche que tu ne serves à rien dans le groupe. Si tu veux mon avis, ils sont déjà en train de parler dans ton dos. C'est bon. N'en rajoute pas. Je vais le faire.
C'est une vapomobile de luxe retournée dans un fossé qui attendait Étienne et Ohanzi à l'orée du chemin menant au château. Le Francien poussa un juron étouffé. Il ne croyait pas aux coïncidences. Il y avait de fortes chances que le Wendigo fût à l'origine de l'accident. Mais comment était-ce possible? Les hommes du maréchal Jourdan n'étaient-ils pas censés quadriller la zone? Dévalant la pente, les deux agents découvrirent une véritable scène de crime. Le véhicule avait manifestement fait une sortie de route, à en juger par les traces dans l'herbe brunie et les touffes de poils répandues aux alentours. Une bête était bien passée par là. L'Amérindien fit un signe discret à Étienne, son tomahawk déjà en main. Les corps de 3 soldats franciens étaient dispersés aux alentours à différents stades de mastication. Étienne dégaina son arme, tendue. La créature était peut-être alors encore dans les parages. Il avança, lentement, vers la voiture. Le Francien ouvrit la portière du véhicule accidenté. Ici aussi, des traces de sang, de griffes et des touffes de poils. On dirait qu'un contrôle routier a mal tourné. Dit l'Amérindien en jetant sur le capot des papiers d'identité qu'il venait de récupérer dans la vareuse de l'un des soldats. C'était bien le comte derrière le volant. Le Francien fronça les sourcils. Le noble était effectivement en fuite, mais comment se faisait-il qu'il avait pu échapper à l'heure ? Je sens quelque chose. Dit Socrate, en frétillant dans la main d'Étienne. Des yeux qui nous observent. Étienne se figea. Chut. Nous ne sommes pas seuls. L'Iroquois serra le manche de sa hachette. Son tranchant argenté ne laissait aucun doute sur les capacités magiques de cette dernière. Le tonnerre gronda et une ombre surgit entre les arbres à une vitesse terrifiante. Pendant ce temps, à la morgue. Voilà, c'est ça le problème de faire un rituel de nécromancie. Tu veux que je fasse quoi, moi, avec un témoin qui sait plus articuler? Aurore fit les 100 pas, avisant le mort-vivant sanglé sur la table d'autopsie. Dis pas ça à haute voix comme si c'était de ma faute. Du vin, du sang, de l'eau, du lait entier et du miel, c'est pour les esprits, Aurore. Et il faut un cercle en cuivre. Tu pensais qu'il allait se passer quoi avec une table en zinc et du lait demi-écrémé? Bon, tu peux en tirer quelque chose? Crépuscule se pencha allégoriquement sur la table d'opération, boudeuse. Vas-y, dis ton prix. Une crêpe au chocolat. Le ventre d'Aurore grogna. Tu sais bien que j'aime pas ça, c'est trop sucré. Tu préfères pas, je sais pas, un riz au lait? J'en ai marre de ta diète à la con, j'ai faim. Tu veux des infos ou pas? D'accord. On voit que c'est pas toi qui va transpirer à la salle après. Tu es polymorphe, Aurore. Arrête de faire semblant d'en avoir besoin. C'est une question de principe et d'image de moi, Crépuscule. Tu peux pas comprendre ce que ça fait d'être prisonnière d'une carcasse. Bref, vas-y, aboule les infos. Eh ben voilà, tu vois quand tu veux. Bon, les trucs d'exposition, ça me gonfle, donc j'enrobe un peu. Voilà plusieurs jours que la région se trouvait plongée dans une paranoïa chronique qui commençait à virer dangereusement à la panique. Les premières disparitions n'avaient entraîné que le murmure des anciens, attribuant ces événements à des cabales de sorciers d'un autre temps, prophétisant le retour du malheur, des invasions kaiju, des infiltrations paranthropes, de la famine, des maladies et des calvities précoces. Mais très vite, les théories les plus farfelues stimulèrent toutes les imaginations. On parlait de malédictions, de créatures occultes, de tueurs en série thaumaturges, de démons et de diables, de sectes et de conspirations. La peur avait saisi les autochtones à tel point que tout le monde en avait par-dessus la tête d'entendre les anciens murmurer dans leur barbe d'un air sombre. Plus personne ne sortait sans armes. On se déplaçait autant que possible en groupe alors que le soleil s'éteignait dans les balbutiements du solstice d'hiver. Tout le monde, sauf Gauthier. Le brave Gauthier, lui, avait une explication aussi simple que concise quant aux différents événements de la région. C'est des conneries! Oui, les bêtes s'agitaient, parfois, dans leur étable, mais c'était probablement des loups en maraude qui les effraient. Oui, il y avait des disparus, mais on exagérait et on amplifiait tout de nos jours. Et oui, il y avait des témoignages décrivant des créatures absolument terribles, mais aucun ne se recoupait vraiment. Les victimes avaient été sous le choc d'une banale attaque de loup et le bouche à oreille faisait le reste, tout simplement. Gauthier n'était donc pas sujet à cette hystérie collective, mais cela ne l'avait pas empêché d'éprouver une vive inquiétude lorsque sa sœur avait soudainement disparu du jour au lendemain en allant cueillir des champignons. Au village, tout le monde le dévisageait, lugubre et résigné, signifiant que tout le monde avait déjà fait un scénario sordide de ce qui s'était produit et que la survie de sa sœur n'était plus d'actualité. Personne n'osait partir à sa recherche. C'était déjà trop tard. Il l'avait même supplié de ne pas s'éloigner, de ne pas s'aventurer dans les bois au risque de subir le même sort.
Révoltés par leur manque d'empathie et leur couardise, Gauthier les avait vertement et copieusement insultés avant de prendre son sac et son fusil et de partir seul à la recherche de sa sœur disparue. Les heures étaient passées en vain. Il avait retourné tous les endroits qu'il connaissait, exploré tous les sentiers, tous les chemins qu'elle avait l'habitude d'arpenter, imaginant qu'il lui était peut-être arrivé un simple malaise sur la route. Mais Gauthier n'avait rien trouvé et s'était mortifié par l'angoisse que quelque chose de grave soit vraiment arrivé à sa sœur, qu'il avait repris le chemin du village. C'est alors que, au milieu d'un sentier, il eut soudainement une drôle d'impression. Un sentiment curieux lui picota la nuque, une intuition aussi brusque que vive, lui hurlant que quelque chose se trouvait derrière lui. Gauthier n'eut le temps que de tourner la tête avant de sentir sa mâchoire se décrocher d'incrédulité. Heureusement pour lui, son cerveau n'eut pas le temps de totalement enregistrer ce qu'il avait face à lui. Il mourut bien avant. Étienne, lui, n'eut pas cette chance. Le terme de « bête » eût été un doux euphémisme pour décrire cette énorme masse lupine de la taille d'au moins 3 hommes, couverte de poils noirs, à la musculature horriblement développée et aux membres surmontés de griffes abjectement acérées, laissant entrevoir une légitime et horrible confusion autour de leur couleur naturelle tant elles étaient maculées de sang séché. Les pattes avant de la créature, ce qu'un humain aurait pu qualifier de main, avaient la taille et la grâce d'immondes battoirs semblant autant capables de trancher que de broyer une tête humaine, qui aurait d'ailleurs largement pu tenir dans l'une de ses larges paumes. Mais le plus terrifiant était la gueule du Wendigo. On aurait vaguement pu l'assimiler à une sorte de loup avec les traits tirés d'une chauve-souris, défiguré par une malveillance crevant ses yeux noirs étroits et inhumains. Sa tête ne disposait pas réellement de cou, disparaissant dans ses larges épaules en un énorme et long amas de chair poilue. Étienne mit une fraction de seconde à réaliser que cet amas n'était en réalité que le prolongement d'une bouche gigantesque, garnie d'une bonne centaine de crocs acérés, s'étendant anormalement bien en arrière de sa mâchoire. La créature fendait les airs à une terrifiante vélocité compte tenu de son épouvantable gabarit. 2 paires de langues déformées s'échappaient de cette tempête de crocs, semblant se lécher les babines d'impatience à l'idée du repas qui l'attendait. Putain de merde! L'adrénaline prit le relais. Ses mains décidèrent pour lui. Il pressa frénétiquement la queue de détente de son arme. Allez, allez, Dracon Eisen! Beugla-t-il à l'intention du pistolet, qui se plia calmement à l'injonction. Le canon de l'arme s'illumina brièvement sous le sortilège d'aspect. Les projectiles anormaux fusèrent du canon. C'est pire que ce que je pensais. Maugréa Aurore, alors que le cadavre de Gauthier retombait sur la table d'autopsie. Il faut que l'on prévienne nos braves faire-valoir. Leurs armes n'auront aucun effet sur lui une fois la nuit tombée. Même les munitions en Draconeisen? Ça serait trop facile, tu trouves pas? Tu sais, je peux influencer la narration et rendre ce genre de balle plus efficace. Mais pas si tu n'es pas dans le cadre, ma chérie. C'est nous les héroïnes de cette histoire. C'est moi, tu veux dire? Hein? Ah oui, bien entendu. Bon, ne traînons pas. J'ai l'impression qu'Étienne est en danger. Tu veux vraiment le savoir? Socrate mugissait. Chaque munition s'enfonçait dans le torse velu de la créature, en y traçant des sillons noirs mais sans réussir à l'arrêter. Le Wendigo percuta Étienne et l'envoya valser sur la vapomobile, le faisant passer douloureusement à travers l'habitacle. « Arrière, démon !» croassa Oanzi en glissant sous le lycanthrope, lui zébrant le flanc de sa hache. Le Wendigo ne sembla même pas le remarquer, balançant ses longues et mortelles griffes dans sa direction. L'Amérindien esquiva les attaques, pivota sur ses appuis, roula derrière la créature en lui assénant un nouveau coup au jarret. Étienne cligna des yeux en se redressant. Une vive douleur lui zébrait la poitrine, le goût du sang en bouche. Il grimaça lorsqu'il aperçut l'énorme trace de griffes qui avait percé son plastron. Les pattes de la créature avaient non seulement transpercé son plastron comme du beurre, mais avaient en plus atteint ses chairs. Impossible de savoir à quel point la blessure était grave en l'état, mais elle ne l'était pas suffisamment pour l'empêcher de se relever, les dents serrées. Le Draconeisen n'a pas donné grand-chose. Fit observer placidement Socrate. Tu veux essayer l'argent? Laisse tomber. Articula douloureusement le Francien, voyant que l'Amérindien n'avait pas plus de succès que lui. Quelque chose pour, je sais pas, aveugler? De la lumière? Oui. Va pour la lumière. Le canon de Socrate réagit, et les balles s'adaptèrent sous l'impulsion d'aspect. Oh Andy! Écartez-vous! Avertit le vétéran avant de faire feu, visant la tête de la créature. Un concentré de lumière du jour impacta la créature nocturne qui poussa un rugissement de douleur pure. Elle tituba, battant des bras frénétiquement avant de s'enfuir prestement, une main plaquée sur son museau d'un geste curieusement humain. Le Wendigo laissa derrière lui une traînée d'icors noirâtres et de bois fendu avant de disparaître dans le sous-bois.
L'Iroquois tituba, lui aussi désorienté par la munition. Bonne idée. Le souffle court et haché, Étienne se laissa brièvement aller contre la carcasse du véhicule. La douleur à son ventre lui paraissait comme de plus en plus forte. Ohanzi s'affala à ses côtés. Il faut qu'on bouge. Il pourrait revenir. Son grand pardessus en cuir et sa chemise étaient lacérés de marques de griffes. Vous n'irez pas loin dans cet état, capitaine. Vous avez parlé d'un moyen pour que votre collègue vous retrouve. C'est le moment. Le vétéran se gratta le front. Il ne savait pas comment fonctionnait ce morceau de golem à son cou. Aurore lui avait dit qu'elle pouvait sentir sa présence, mais pas que lui pouvait communiquer à travers ce dernier. Il fronça légèrement les sourcils en prenant son collier en main. Ouais, c'est un peu expérimental à vrai dire, je sais pas si... on verra. Il tapota la pierre de l'index et approcha sa bouche de ce dernier. Allô si tu me reçois, rejoins-nous aussi vite que possible, on a besoin d'un médecin. Étienne s'était efforcé de parler aussi normalement que possible pour ne pas laisser sous-entendre qu'il était salement touché, sans trop savoir l'expliquer. Il soupçonnait que son inconscient préférait ne pas affoler Aurore plutôt que de la hâter pour sa propre survie. Il réalisa après coup la stupidité de son dit inconscient et rajouta pour faire bonne mesure. Vite, hein? Avisant les alentours pour guetter l'éventuel retour du Wendigo, le vétéran finit par retirer les débris de son plastron. Le Drakenizen, ça n'a pas du tout marché. Ohanzi fit jouer son tomahawk taché d'icor noir avant de le planter dans le sol à côté du Francien. Non, et c'est un problème. Cette créature n'est pas que malchère. Elle marche aussi dans le monde des esprits, et cela la rend plus résistante quand ce que vous appelez le maillage d'aspect est détendu. Et ici, le voile entre les mondes est fin, surtout en cette saison. L'Amérindien fixa Étienne quelques instants, une étrange lueur dans le regard. Vous avez été brave. Qu'est-ce que tu crois, toi? Je fais mon boulot. Elle n'est pas de malchère, ouais. Elle a eu une réaction bien humaine en s'enfuyant. Nous n'avons pas retrouvé la dépouille du comte, qui était pourtant présent sur le lieu du massacre, et qui aurait eu aucune chance de s'en tirer, ça je peux te le garantir. Le comte était en Amérique, et lorsqu'il est revenu, le Wendigo est apparu. Et le même comte le chasse sans succès depuis des bons mois. Vous savez pourquoi? Je crois que le Wendigo n'a pas utilisé le monde des esprits pour passer d'un continent à l'autre, mais la pana-américaine comme tout le monde. L'Amérindien hocha la tête. C'est ce que je pensais aussi. Maintenant j'en suis convaincu. C'est... Le bruit sourd d'un gyroptère brisa le silence nocturne. L'aéronef se mit à faire des ronds autour de l'épave du véhicule en l'éclairant de son phare avant de se poser non loin. Ah, voilà la cavalerie. Dites, vous auriez pu nous faire part de vos soupçons, cette histoire d'artefact volé à votre tribu. Vous saviez ses effets. Vous saviez que ce Wendigo était un humain transformé, et que c'était probablement le comte d'ailleurs. Il fit un signe du menton vers les dépouilles mutilées. Lui aussi, il le savait. Et c'est bien pour ça qu'il voulait s'enfuir d'ici. Il doit pas contrôler ce qui lui arrive. Si vous aviez prévenu le maréchal Jourdan plus tôt... L'Iroquois resta muet. Bref, c'est fait. Ça ira pour marcher? Ça ira. Je me régénère. Contrairement à vous. Dit-il d'une voix caverneuse. Le gyroptère se posa, dégueulant une équipe de commandos armés jusqu'aux dents, lunettes optroniques dernier cri sur le casque. Derrière eux, Aurore apparut et tenta vainement de maintenir son chignon en place, se dirigeant à grandes enjambées vers Étienne pour le prendre dans ses bras. Le Francien, gêné, tapota le dos de la paranthrope d'un geste qui se voulait rassurant. Ça va, je vais bien, t'inquiète pas. On a creusé le Wendigo, mais j'ai écopé de 2 ou 3 griffures superficielles. Rien de grave. Je me suis... Bref, on en parlera plus tard. J'ai découvert 2-3 trucs. Venez, je vais vous expliquer. Elle pencha la tête et avisa l'Amérindien torse nu sous les vestiges de son manteau. Oh my, sauf si j'interromps quelque chose. Aurore, j'ai pas signé pour tes fanfictions. Le vétéran roula des yeux à son tour. Tout le monde n'est pas aussi dépravé que vous, madame la baronne. Allez, vas-y, fais-nous le topo. Le temps presse.